Je vais passer la parole à Ophélie Coelho, qui est chercheuse en géopolitique du numérique, membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau et de l'Observatoire de l'éthique publique, qui va revenir un peu sur le sujet de la souveraineté. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, elle est assez peu souvent définie. Ophélie, je te laisse le... En fait, je pense que je vais rester debout. Tu t'installes comme tu veux. Parce qu'étant toute seule, du coup, je vais éviter de m'asseoir devant tout le monde. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup du coup à la société et à Anaïs de cette invitation. Donc en fait, je vais essayer de faire assez court, mais de mettre un petit peu tous les éléments de la question de la souveraineté numérique dans mon intervention. À 39 ans, en fait, je fais partie de la génération qui a grandi avec le Club Dorothée, qui a passé le début de son adolescence avec Dance Machine, et qui est allé dans cette école française où on nous parlait beaucoup de la promesse de l'Europe, où on nous parlait de la promesse de la mondialisation, en nous expliquant, en fait, en nous racontant les guerres mondiales sous le prisme d'un conflit entre les alliés d'un côté et l'axe du mal, j'allais dire les forces du mal de l'autre côté, mais enfin voilà, l'axe du mal de l'autre. Et en fait, progressivement, en grandissant, en fait, un peu comme tout le monde, hein, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. Il y a eu plusieurs crises, et les crises sont des révélateurs. 2001, évidemment, hein, on s'est dit, oh, bah, tiens, les États-Unis sont pas forcément toujours en sécurité, en quelque sorte. 2008, avec la crise économique, où on s'est dit, ok, d'accord, le marché, là, il y a quand même petit problème, faut qu'on fasse attention avec le capitalisme. 2013, où on s'est dit, et puis bon, on le savait en fait, hein, et notamment les techniciens savaient, que bah, voilà, il y avait un système de surveillance au niveau américain qui était quand même assez massif, autant au niveau national qu'international. Bref, petit à petit, on s'est rendu compte que derrière cette mondialisation, il y avait quand même pas mal de choses qui se cachaient. Puis jusqu'à aujourd'hui, où le retour de la guerre en Europe fait qu'on remet en cause en fait vraiment ce principe de mondialisation, de globalisation de l'industrie, de désindustrialisation, parce qu'on voit nos différentes dépendances. Donc dans ce contexte d'interdépendance dans lequel on est aujourd'hui, eh bien on voit revenir cette question de la souveraineté numérique qui n'est pas du tout nouvelle, qui à chaque fois qu'on se retrouve face à une question de dépendance, revient en fait en plein dans l'actualité. En fait, la souveraineté et la dépendance, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et nous ne sommes pas les seuls à faire face à cette problématique-là. On pourrait citer entre autres le Japon. Alors on parle beaucoup de la Chine, aujourd'hui on parle beaucoup de l'Europe sur cette quête de réindustrialisation, etc. Mais en réalité, le Japon, déjà à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand ils sont sortis perdants du conflit, se sont retrouvés face à des questions assez problématiques de reconstruction de leur industrie, évidemment. Et en phase 2, ils avaient une Europe et surtout un pays, les États-Unis, qui les contraignait. Déjà avant la guerre, la loi en fait, d'exportation des produits américains faisait qu'il limitait en fait, l'importation des machines-outils au Japon, ce qui faisait que le Japon ne pouvait plus réindustrialiser. En fait, ne pouvaient plus se réindustrialiser puisque les machines-outils, c'est ce qui permettait en quelque sorte de fabriquer tout le reste. Et ils n'avaient pas de machines-outils chez eux. Donc ce qu'ils ont fait, c'est quoi? En réaction à cela, ils ont construit leur propre machines-outils. Ils ont mis en place des filières, un principe de remontée de filière, pour ceux qui connaissent. En gros, c'est partir du produit final, celui qu'on sait déjà fabriquer. Puis ensuite, on le démonte, on voit comment il est fabriqué, on va fabriquer les pièces qui permettent de fabriquer nos machines. Et puis, pour pouvoir fabriquer les pièces, on va créer des machines-outils. On va créer également des semi-conducteurs, et puis, etc., etc. C'est ce qui fait que le miracle japonais, le miracle économique japonais a pu avoir lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite, jusqu'aux années 70, on a vu hop, la montée en puissance du Japon. Et ma génération a aussi été témoin du coup de cette folie électronique, en quelque sorte. Le Japon comme grand géant électronique, en quelque sorte. Cette espèce d'idée que voilà, la robotique, le futur se passe au Japon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce qui s'est passé ensuite, c'est que, par exemple, en 1989, encore une fois, donc les États-Unis, évidemment, ils ont un rôle important dans l'affaire, ont en fait imposé au Japon l'ouverture de leur marché intérieur. Jusque-là, le Japon était quand même assez peinard. Il mettait en place une politique protectionniste assez forte et il avait un marché intérieur qui lui permettait, en gros, vu
qu'il n'y avait que de la marque japonaise au Japon à vendre, eh bien, de profiter de son marché, de la densité en fait, de sa population pour faire émerger, pour faire maturer son industrie. Là, d'un coup, il se retrouve avec des marques étrangères sur son marché, et là, ça commence à dégringoler. Il commence à perdre en fait en chiffre d'affaires, et petit à petit, le miracle japonais, entre autres à cause tout simplement de l'ouverture et de la chute de sa politique protectionniste, eh bien, le miracle japonais se termine au fur et à mesure. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que derrière la souveraineté industrielle, il y a aussi la souveraineté politique. Quand on parle de souveraineté, c'est le contrôle, en quelque sorte. Donc, à l'absence de contrôle, on répond par une envie de contrôle absolu, pratiquement. Mais si on ne peut pas mettre en place une souveraineté politique, ça ne sert à rien. Donc le premier défi de la souveraineté industrielle, c'est aussi la souveraineté politique. C'est la souveraineté géopolitique, également. De savoir, en fait, par exemple, à la fin de la guerre, voilà, les États-Unis étaient extrêmement dominants et le Japon était très dépendant des États-Unis en termes économiques, mais aussi en termes de défense. Dans la zone de l'Asie-Pacifique. Voilà. On voit ce que ça donne encore aujourd'hui en termes de relations internationales. Voilà. Donc forcément, sans cette souveraineté-là politique et géopolitique, il n'y avait pas de souveraineté industrielle possible. On pourrait évidemment penser à notre modèle à nous, maintenant, en Europe et en France par rapport à ça, mais je laisserai tous les autres intervenants de la journée préciser là-dessus. Néanmoins, quels sont les autres défis auxquels nous avons à voir par rapport à cette souveraineté industrielle? Eh bien, en fait, je reviendrai du coup sur le fait que, sur une question générationnelle, même si voilà, on est tous dans le même bateau, mais vous voyez, à l'école justement, on nous apprenait aussi que être ouvrier, c'était pas forcément une bonne chose. Bon, moi j'avais pas tout à fait cette idée-là parce que mes deux parents sont ouvriers. Mais mon avis du coup, c'était que je voyais la difficulté de leur vie, en fait, hein, de se lever très très tôt le matin, de travailler la nuit parfois, les conséquences sur la santé, sur le dos, sur tout, voilà. Hein. Donc non, on n'avait pas du tout envie d'aller faire du travail à la chaîne, parce qu'il y en a encore du travail à la chaîne dans les usines, évidemment. On n'avait pas du tout envie d'aller faire ce travail-là. Donc le défi de la réindustrialisation, et même s'il y a des beaux métiers, notamment dans les PME, hein, où on a plus de responsabilités, et c'est génial, c'est aussi de parler en fait, à tous ces jeunes à qui on a promis monts et merveilles s'ils faisaient des grandes études. Il va falloir, à un moment donné, préparer les esprits, en fait, en quelque sorte, à se dire, bah ouais, alors en fait, il y a un autre rapport à l'industrie qui doit se créer. Il y a une confiance qui doit se créer, on doit être mieux payé dans l'industrie peut-être aussi. Parce que ça ne donne pas envie quand on est payé à peine le SMIC. Ou alors quand on est intérimaire. Parce que alors pour le coup, je peux vous dire que pendant mes études, j'ai beaucoup bossé à l'usine. Commencer à 4h du matin, trier les quenelles avec la charlotte, les patins dans la chambre froide, ce genre de choses. Et je peux vous dire que honnêtement, ça donne pas envie, ça donne pas envie de le faire toute sa vie. Et on côtoie qui? On côtoie des travailleurs précaires souvent, intérimaires, etc., mal payés. Bon. Donc il y a un gros défi social. Il va aussi y avoir un défi environnemental. Évidemment, on a entendu parler de l'ouverture des mines, ça pose problème sur le territoire. Bon. En fait, ce qui s'est passé avec la mondialisation, c'est qu'on a mis un voile entre nous, consommateurs, et puis les personnes qui subissaient en quelque sorte, on parle parfois d'esclaves, le nombre d'esclaves qui travaillent pour un Européen ou un Américain, bon, c'est pas forcément toujours des esclaves, mais en tout cas c'est des personnes qui vivent dans des conditions difficiles. Donc on a mis un voile en fait, on a eu ce luxe-là, ce privilège du consommateur, et je pense que clairement, justement, ma génération, on est les premiers bénéficiaires, hein, pour le coup, de pouvoir rêver de grandes études, alors qu'en fait, il y a des gamins qui fabriquaient nos vêtements à la chaîne, ou qui allaient prendre des métaux dans les mines, voilà. Bon, je ne vous raconte pas l'histoire, vous le savez déjà, vous avez lu la presse, etc., vous savez tout ça. Donc, autre défi, en effet, ça va être de faire accepter au peuple français le retour de certaines mines sur le territoire sans leur faire peur. Mais évidemment, on n'aura pas les mêmes conditions de travail que dans certains pays, heureusement. Mais aussi, en termes d'écologie, on a un gros défi à faire. La mine, ça reste une industrie sale, par exemple. Donc comment on fait pour accepter qu'à un moment donné, on a une part de responsabilité et qu'on doit en fait prendre notre part de dérangement, en quelque sorte, dans cette affaire. Alors voilà, la souveraineté, c'est une envie de contrôle absolu, d'une certaine manière. Cette envie de contrôle absolu, il va falloir à un moment donné faire des compromis, puisque dans un système d'interdépendance, on ne peut pas avoir le contrôle absolu sur tout. Mais tous ces débats, depuis quelques années, en fait, nous font comprendre en fait, que cet équilibre est nécessaire. Nous font comprendre qu'il va falloir, derrière la souveraineté, changer aussi, en quelque sorte, nos modèles de pensée, nos modèles économiques, nos modèles sociaux peut-être.
On a vraiment du pain sur la planche. Et du coup, je vais repasser la parole à Anaïs, puisque je termine là sur cette intervention. Et j'espère vraiment que dans cette journée, justement, on va pouvoir répondre à ces différentes problématiques que j'ai tenté de lancer.